direct de Jérusalem qui vous est présenté ce matin par Daniel Haïk. Daniel Bokertov, la tension entre l'Iran et les États-Unis. Hier, le président Trump a à nouveau durci le ton en direction du régime iranien. Et oui, effectivement, Greg, il a affirmé que les négociations avec les Iraniens se poursuivaient et qu'il s'agissait là de leur dernière chance de parvenir à un accord correct. Ils ont le choix entre un accord et une capitulation totale, a dit le président, qui a expliqué que les pourparlers se focaliseront d'abord sur la réouverture du détroit d'Ormuz et ensuite sur le dossier du nucléaire iranien. Le président Trump a estimé que les négociations allaient progresser vite, mais les Iraniens ont formellement démenti la tenue de négociations. Ils ont affirmé que le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, ne serait pas disponible au cours des prochains jours. Trump a accusé les Iraniens de faire preuve d'une incroyable hypocrisie en affirmant qu'ils réclamaient des pourparlers en aparté tout en niant la tenue de ces mêmes rencontres. La bande de Gaza maintenant. Hier, le directeur général du Conseil de la paix, Nikolai Mladenov, s'est entretenu avec le Premier ministre Netanyahou. Oui, à l'issue de cette conversation directe, le Conseil de la paix a publié un communiqué dans lequel il affirme très clairement que l'objectif prioritaire est clair, le démantèlement de toutes les armes du Hamas dans la bande de Gaza et le passage d'un régime militaire à un régime civil technocrate palestinien. Le Conseil de la paix a également clarifié un point important, le repli des forces israéliennes au-delà de la ligne jaune ne se produira pas avant que le Hamas n'ait déposé les armes. Il s'agit là de toutes les armes, lourdes ou légères, précise le communiqué. Dans la bande de Gaza, Tsahal a interrompu pendant 24 heures ses éliminations ciblées à la demande du Conseil de la paix, mais il les a repris hier soir. Oui, effectivement, Tsahal a annoncé avoir éliminé les terroristes qui circulaient dans la bande de Gaza. Côté palestinien, on affirme que cette attaque a fait plusieurs victimes civiles, dont des enfants, et cela a provoqué la colère des pays médiateurs comme le Qatar, la Turquie et l'Égypte, qui ont accusé Tsahal de violer le droit international dans la bande de Gaza. Selon eux, la poursuite des attaques israéliennes entrave la possibilité de mettre en application l'accord validé selon eux par le Hamas. Il y a 2 jours, l'un des commandants du djihad islamique dans le centre de la bande de Gaza a été éliminé. Ce terroriste avait participé au massacre du 7 octobre. Il était directement impliqué dans la capture et la détention de Ron Braslewski et il avait également participé aux cérémonies de libération des otages israéliens. C'est aujourd'hui que les pourparlers entre Israël et le Liban vont reprendre à Rome. Oui, les discussions devraient porter sur les fameux 2 replis pilotes de Tsahal au sud Liban et du remplacement dans ces 2 zones par l'armée libanaise. Par ailleurs, on a appris que le chef de la diplomatie libanaise, Youssef Raziji, avait été écarté du dossier des pourparlers avec Israël, et ce en raison de son opposition farouche envers le Hezbollah. Il s'agit là apparemment d'une décision du président Joseph Aoun et du premier ministre Nawaf Salam qui ne veulent pas énerver le Hezbollah ni même la milice chiite Amal. Un développement dans la crise entre Tsahal et le ministre de la Défense. Oui, le ministre de la Défense Israël Katz a semble-t-il fait machine arrière après le tollé général provoqué par son annonce en direct avant-hier soir du limogeage du général Avi Blout, commandant en chef de la région centre. Hier soir, Katz a déclaré qu'il n'avait pas démis le général Blout de ses fonctions et qu'il n'avait pas de désaccord. Il n'y avait pas de désaccord entre eux. Le général Blout remplit parfaitement sa mission. Cela ne fait aucun doute, a dit le ministre, qui s'est, semble-t-il, donc rétracté après une rencontre avec les responsables des localités juives de Judée et de Samarie, qui durant toute la journée d'hier n'ont cessé de vanter les mérites du général Blout. Ses dirigeants ont affirmé au ministre qu'une telle crise, alors que la tension est très vive en Judée et Samarie, risquait d'affaiblir l'autorité de l'armée. Il faut préciser que la décision d'Israël Katz de limoger le général Blout a été critiquée également dans les rangs du Likoud. Et il faut souligner le silence de Binyamin Netanyahou dans toute cette affaire. Pendant ce temps, l'état-major et son chef, le général Eyal Zamir, ont réaffirmé hier leur soutien total au général Blout. Avis, tu ne parles nulle part, a déclaré le général Zamir lors d'une réunion de l'état-major. Et enfin, on a appris qu'Avi Blout s'est entretenu au téléphone avec le général Dado Ben Khalifa, qui est censé le remplacer. Les 2 hommes, il faut le souligner, sont amis. Et puis terminons, Daniel, ce journal par une très bonne nouvelle, l'arrivée de 140 nouveaux Olim de France en Israël. Oui, ils sont arrivés hier à bord d'un vol spécialement affrété à leur intention. Ces 140 Olim de France sont surtout des membres de famille qui ont décidé de faire leur aliyah et de venir partager le destin de l'État d'Israël. Ils ont été accueillis à leur descente d'avion par le ministre sortant de la aliyah et de l'intégration Ophir Sofer et par le président de l'agence juive, le général Doron Almog. Les 2 hommes ont accueilli ces Olim
Jérusalem à leur descente d'avion et ils étaient également présents à cette arrivée de nombreux responsables des organisations francophones, en particulier de notre organisation Kalita. Et il faut noter que selon les données fournies par les instances officielles israéliennes, plus de 8000 Olim de France ont fait leur aliyah depuis le 7 octobre 2023. Et depuis le début de l'année 2026, 2400 Juifs de France sont montés en Israël. Merci beaucoup Daniel Haïk. Daniel qu'on retrouvera à 7h30 pour la revue de la presse israélienne, toujours en direct des studios Kalita de Jérusalem. Page météo pour compléter ce premier journal d'information. Eh bien, le temps, vous vous en doutez, reste toujours très chaud et ensoleillé, avec encore des températures plus élevées que la moyenne, mais la canicule s'atténue quelque peu. Il fera aujourd'hui 32 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et sur le littoral, 35 à Be'er-Sheva et 42 degrés à Eilat. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Olivier Rafovitz. Olivier, bonjour, Boker Tov. Boker Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Bien entendu, tous nos auditeurs vous connaissent en tant que porte-parole de l'armée israélienne. Mais ce matin, ce n'est pas à ce titre que vous vous exprimez, mais au titre, on va dire, d'observateur et d'analyste de la situation en Israël et d'expert sécuritaire. Ça, on peut le dire. On peut vous accorder ce titre avec beaucoup de plaisir. Mais on voudrait avec vous essayer de mieux comprendre un peu ce qui se passe au sommet de la hiérarchie sécuritaire entre le ministre de la Défense Israël Katz d'un côté et l'état-major et en particulier le général Avi Blout, et ce à la suite de ce coup de théâtre que le ministre a provoqué avant-hier soir dans l'émission des Patriotes sur la chaîne 14 en affirmant qu'il avait démis le général Avi Blout, commandant en chef de la région centre, de ses fonctions et qu'il avait l'intention de le remplacer par le général Dado Ben Khalifa. Je suppose que vous connaissez tous ces généraux. Mais je voudrais savoir, est-ce d'abord une question très claire, est-ce que c'est dans les prérogatives du ministre de la Défense de limoger un général ? Alors, on peut limoger un général pour des raisons justes, dans le cadre de discussions avant avec le chef d'état-major de l'armée israélienne, qui lui est celui qui nomme et qui propose les nominations de généraux à l'échelon politique, c'est-à-dire à l'échelon du ministre de la Défense, et ensuite, ensemble, ils vont décider de telle ou telle décision. Mais dans ce cas-là, aujourd'hui, ce qui s'est passé est un véritable scandale. Scandale parce que Tzahal, Tzva Hagana l'Israël, l'armée israélienne doit être totalement déconnectée au-dessus de la politique, qu'elle soit du gouvernement ou de l'opposition, évidemment. Et dans ce cadre-là, le ministre de la Défense, Israël Katz, a déclaré quelque chose au niveau politique, en aucun cas relié au processus normal de nomination ou de limogeage. Et donc, on a affaire ici à une utilisation de la part du ministre de la Défense de l'armée de Tzahal pour promouvoir des intérêts politiques de partis politiques. Oui, alors des intérêts politiques. Attendez, ça veut dire que, pour des raisons qui peuvent être des raisons d'ailleurs tout à fait justes et acceptées, c'est-à-dire que, quelle est la raison de tout ça ? C'est qu'en fait, il y a depuis quelques mois une accélération, une aggravation de situations et de confrontations entre des Israéliens dans les territoires de Judée-Samarie et des Palestiniens. Celui qui est l'échelon souverain suprême en Judée-Samarie, c'est le général du commandement du centre, c'est-à-dire, alors nous parlons, Avi Blout. Avi Blout est, selon la loi en vigueur, le responsable ultime des situations politiques, mais également juridiques et militaires en Judée-Samarie. Mmh. Or, on ne peut pas interférer, évidemment pas seulement par le politique, sans qu'il y ait discussion avec l'échelon militaire sur la libération ou l'arrestation de quelqu'un, oui, qu'il soit palestinien ou qu'il soit israélien. Dans ce cas-là, on parle d'une arrestation administrative d'un Israélien qui, selon des informations qui appartiennent à la police ou
ou au Shabak auraient été impliqués ou pourraient être impliqués dans des actions illégitimes, je dis bien, au niveau légal, qui pourraient porter atteinte ou qui porteraient atteinte à la sécurité d'Israël, de tout Israël. Et donc, libérer quelqu'un contre l'avis et la signature du général Avi Blot, c'est-à-dire le général en chef du commandement du centre, c'est en fait aller contre la loi et contre la légalité des décisions et s'opposer à Tzahal. Et à ce niveau-là, parce qu'il y a eu opposition entre le ministre de la Défense qui voulait donc libérer quelqu'un pour peut-être, encore une fois, des intérêts politiques, plaire à des intérêts politiques, et voilà, tout à fait, il s'est mis en opposition directe, en porte-à-faux, avec le général lui-même et le chef d'état-major. Et donc il a décidé de le limoger et de le remplacer par quelqu'un d'autre qui pourrait être, encore une fois, on pourrait le croire, plus dans l'optique du ministre. Sauf que nous sommes à 3 mois des élections à la Knesset, et que le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général en chef Eyal Zamir, a dit que toute nomination nouvelle serait décidée seulement après les élections, c'est-à-dire au niveau de janvier, février 2027. Pourquoi ? Pour éviter qu'il y ait une corrélation possible entre le résultat des élections, le processus électoral et la nomination des généraux. C'est une décision qui est tout à fait saine. Oui. Mais elle s'oppose à celle qui a été prise par le ministre de la Défense, qui d'ailleurs a été critiquée en interne par le Premier ministre, et qui lui en veut énormément. Alors c'est ça, c'est-à-dire il faut noter, on a noté le silence de Benyamin Netanyahou qui ne réagit pas officiellement, mais qui considère, comme d'ailleurs certains responsables du Likoud, que cette affaire-là risque de coûter cher au parti de droite et lui faire perdre encore des mandats dans les sondages. On a affaire ici, si vous voulez, à une affaire qui pourrait être de politicienne interne israélienne, sauf qu'elle touche Tzahal. Oui. Et à partir du moment où on touche ce qu'on appelle la vache sacrée, en hébreu, parakdosha Tzahal, quelque chose de sacro-saint, eh bien, tout le pays est en émoi. D'ailleurs, que ce soit de l'opposition, évidemment, mais également du gouvernement, parce que la décision de Israël Katz, en plus déclarée sur une chaîne pro-gouvernement, est tellement évidemment reliée aux élections qu'elle pose problème. Et d'ailleurs, il a dû se rétracter puisqu'il a dit non, je n'ai pas du tout limogé le général Avi Blot. On sait que Netanyahou est très très en colère, très furieux, parce que une telle décision, d'abord, ne se prend pas comme ça, pas devant une caméra de télévision, et surtout ne se déclare pas sans qu'il y ait un processus clair et net. Donc, on a affaire ici à un choc interne entre l'échelon politique, qui est malmené, il faut le savoir, depuis pas mal de temps, je parle au niveau du ministre de la Défense, et de Tzahal, et on voit en fait que Tzahal a le dessus sur la décision du ministre de la Défense, qui en fait sort de cette histoire, je dirais, très affaiblie et très touchée. Alors, Olivier, vous êtes suffisamment expérimenté pour savoir que ce n'est pas la première fois que l'armée israélienne est impliquée, on va dire, dans des décisions qui sont liées aux élections. Ne serait-ce que il y a 4 ans, on se souvient que, par exemple, le général Herzi Halevi, le chef d'état-major, il avait été nommé par Benny Gantz, à l'époque ministre de la Défense du gouvernement de Bennett Lapid, quelques semaines avant les élections, alors que cela avait contre l'avis et contre on va dire le positionnement de l'opposition de l'époque, de Benyamin Netanyahou, qui disait qu'il n'était pas correct de faire une telle nomination à quelques semaines des élections. Tout à fait. Encore une fois, la décision avait été prise à l'époque, et ça avait éveillé pas mal de conflits et d'oppositions. On va dire que pour la bonne marche de la machine de Tzahal, qui est quand même l'épine dorsale de l'État d'Israël et surtout la garantie de sécurité et de survie d'Israël face à nos ennemis, face aux menaces qui existent, il est fondamental de déconnecter, de tout faire, même si parfois c'est compliqué, nous le savons en Israël, de déconnecter Tzahal, Tzvah et Israël de la politique interne israélienne. Maintenant, dans ce cas-là précis,
dans un cas, je dirais, un cas un peu particulier, puisque on touche évidemment à la sécurité d'Israël, on touche à Tzahal, mais on touche également à la politique israélienne en Judée-Samarie. Et oui, parce qu'il faut remarquer que hier, pendant toute la journée, on a vu les responsables des localités juives de Judée et de Samarie soutenir sans réserve le général Avi Bloud. Ça veut dire que, c'est-à-dire même la droite, on va dire nationaliste, soutient Avi Bloud et donc d'une certaine manière, le ministre de la Défense se retrouve en porte-à-faux par rapport à ses positionnements. Et c'est peut-être cela qui l'a poussé à se rétracter quelque peu. Il a poussé à se rétracter, je m'excuse, c'est l'erreur stupide du ministre de la Défense d'avoir déclaré ce qu'il a déclaré sur une chaîne israélienne sans en aucun cas se concerter à l'avance, ou en tout cas discuter à l'avance avec le chef d'état-major. C'est quelque chose d'absurde, dans une situation aussi sensible. Mais ce qui est étrange, c'est que nous sommes dans une situation où il y a les primaires au Likoud, et donc des ministres importants et des membres importants du Likoud, veulent chercher des voix pour les élections internes, même si elles seront limitées cette fois-ci, puisqu'il va y avoir des nominations qui vont être prises par le Premier ministre, qui vont un petit peu, je dirais, limiter le pouvoir de ces primaires au Likoud. En tout cas, c'est une décision interne du Likoud. Mais là, peut-être qu'il cherchait à toucher un électorat qui est un petit électorat, mais qui est un électorat, on va dire, proche du parti Ben Gvir, oui. Le parti pour plaire à un électorat qui d'ailleurs n'est pas l'électorat de base, n'est pas le principal, tout à fait, n'est pas le principal en Judée-Samarie. Et nous voyons donc même des dissensions internes en Judée-Samarie au niveau de l'électorat israélien en Judée-Samarie par rapport à des positions qui pourraient être celles de Smotrich, celles de Ben Gvir et celles du Likoud. Et là, on peut penser que Israël Katz est allé chercher, pêcher entre guillemets comme on dit, des voix dans un parti qui n'est pas le Likoud pour essayer de renforcer sa position. Mais attention, ça encore, tout est possible en politique, sauf que il a utilisé la carte Tzahal et en fait la dissension au niveau de Tzahal pour essayer de faire ce qu'il a fait. Encore une fois, il a été critiqué, on le sait en interne, par le Premier ministre israélien, par Netanyahou, et il a dû se rétracter, ce qui est une chose un petit peu étrange à ce niveau-là, le lendemain d'une telle déclaration. Alors, je le disais, c'est pas la première fois, mais et puis on entend, dans le cadre de la campagne électorale, on entend des éléments de l'opposition actuelle. Par exemple, je parle de Yair Golan, qui a été chef d'état-major adjoint de l'armée israélienne, dire nous, quand nous serons au pouvoir, eh bien, nous limogerons le chef du Shin Bet, dire ou même, en tout cas, on va dire des hauts fonctionnaires, même au sein de la défense nationale, qui ne seront pas fidèles à la ligne que nous voulons mener. Là aussi, c'est-à-dire, c'est pas que du côté de la droite israélienne qu'il y a que l'on fait ce lien ou que l'on implique Tzahal. On va dire de l'autre côté aussi, l'armée israélienne, elle est au cœur du débat, on va dire. Et on se souvient également de ce qui s'est passé pendant la période de la réforme judiciaire, où on va dire, il y avait des appels à la désobéissance, ou en tout cas à l'insubordination. Je vais vous dire personnellement mon avis, si vous me permettez, en tant qu'observateur, analyste et également peut-être un connaisseur de tout ça. Je pense qu'il est extrêmement dangereux, et je dirais même interdit, d'impliquer que ce soit le Shabak, le Mossad ou Tzahal dans la politique et dans des décisions qui pourraient être prises parce qu'on est au pouvoir ou parce qu'on n'y est pas. À partir du moment, si vous voulez, où les trois patrons de ces trois forces sécuritaires israéliennes, Tzva Hagana Israël, le Shin Bet et le Mossad sont responsables et sont en poste, il est hors de question de les déplacer pour des raisons politiques. À moins, encore une fois, qu'il y ait une faute grave, une faute générale, pas une faute parce qu'ils ne sont pas du bon parti. Et il faut tout faire. Je dis bien tout faire. Et je sais que nous sommes dans une démocratie vivace et une démocratie parfois qui est très dure. Israël est un pays qui est un pays, je dirais, chaud au niveau politique. Il est hors de question de connecter les nominations parce que on n'en finirait pas. C'est-à-dire qu'on deviendrait vraiment une république bananière
où les gens seraient nommés non pas parce qu'ils sont capables de mener ce qu'ils doivent faire au sein de leur propre organisation, mais parce qu'ils ne sont pas du bon côté politique. Et ce qui est vrai d'un côté est vrai de l'autre. Vous avez tout à fait raison. Ce qui est vrai du côté du gouvernement actuel est tout à fait vrai également du côté de l'opposition aujourd'hui. Et je pense que ces déclarations, qui sont des déclarations très dangereuses de la part de chefs de parti comme Yair Golan, qui, comme vous l'avez dit, a été chef d'état-major adjoint de Tsahal, est quelque chose qui ne doit pas être ni accepté, ni surtout qui doit être critiqué. Ouais. Et encore une fois, à l'heure où nous parlons, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu dans la politique israélienne et dans l'histoire israélienne des changements de nomination dus à des changements de gouvernement. Ouais. À moins qu'il y ait eu encore une fois des erreurs et des fautes. Et donc ces déclarations-là sont souvent je dirais pour attiser quelque part la dynamique électorale plus que pour amener à des décisions. D'ailleurs, pour changer de chef d'état-major ou de chef du Mossad ou du Shabak, il y a tout un processus qui est extrêmement compliqué et lourd et qui s'oppose là cette fois-ci à la Cour suprême et à des éléments juridiques israéliens qui empêchent de telles décisions qui sont encore une fois extrêmement dangereuses pour la continuation, ce qu'on appelle en hébreu, en français, la continuation de l'État malgré les changements électoraux ou politiques. Eh bien, Olivier Rafovitz, merci beaucoup de nous avoir éclairés. On aurait voulu parler avec vous même d'aspects plus sécuritaires, mais on n'a pas le temps. C'était important d'avoir votre avis d'expert sur ce dossier dans les relations, parfois et souvent tendues même, entre l'échelon politique et l'échelon militaire. Merci de nous avoir clarifié ce dossier. Merci à vous. Bonne journée, Olivier. À bientôt. Merci, Daniel. Frank Sinatra, le plus beau rôle de sa vie. New York, 1948. L'État d'Israël n'est pas encore né, mais sa survie se prépare entre autres dans les hôtels, les ports et les bars de Manhattan. Les États-Unis pratiquent un embargo sur l'armement à destination du Moyen-Orient. Ils interdisent à leurs citoyens de s'engager dans ce conflit militaire. Teddy Kollek, chargé d'acquérir des armes, de recruter des hommes d'expérience, est constamment surveillé par le FBI. Ils savent que son hôtel est devenu un véritable quartier général. Chaque soir, Kollek accueille d'anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, des vétérans, des capitaines de navires, des pilotes, des mécaniciens, des officiers de marine. Beaucoup cherchent une nouvelle aventure. Les émissaires du Yishuv essayent de repérer ceux qui accepteront de mettre leur savoir-faire au service d'Israël. Mais une opération menace d'échouer. Un capitaine de navire irlandais, indispensable pour convoyer une cargaison d'armes, refuse d'appareiller sans recevoir au préalable une importante somme d'argent en liquide. Impossible pour Kollek d'effectuer lui-même la remise. Les agents du FBI suivent chacun de ses déplacements. Ben Gurion lui demande sans arrêt de faire vite. Les combattants réclament des armes, des munitions. Les pensées se bousculent dans la tête de Kollek. Ben Gurion, le FBI, le capitaine irlandais. Quand soudain ses yeux se posent sur une affiche géante. Frank Sinatra se produit en ce moment même au célèbre cabaret Copacabana. Kollek a du culot, de la chutzpah. Entre deux représentations, il rencontre la vedette américaine, lui explique la situation et lui demande de remettre un sachet en plastique à un amateur irlandais de passage à New York. Que contient le sachet ? 1 million de dollars, répond le futur maire de Jérusalem. Le plan est audacieux. Kollek quitte discrètement son hôtel avec une grosse sacoche. Comme prévu, les agents du FBI se lancent à sa poursuite. Pendant ce temps, un crooner américain rejoint discrètement un capitaine irlandais. Quelques heures plus tard, le navire lève l'ancre, emportant une cargaison qui contribuera à la défense du jeune État. Des années plus tard, Sinatra dira « Je crois que ce jour-là, j'ai joué le plus beau rôle de ma carrière ».
Et ce matin, comme d'une certaine manière il fallait s'y attendre, les quotidiens et les sites d'information israéliens se focalisent sur un titre central, l'affaire du limogeage du général Avi Blut en direct par le ministre de la Défense. Je vous rappelle qu'avant-hier soir, Israël Katz, ministre de la Défense, a annoncé dans une émission de la chaîne 14 pro-Netanyahou sa décision de limoger le général Avi Blut qui commande actuellement la région centre de Tsahal et de le remplacer par le général Dado Ben Khalifa. Cette décision a provoqué une crise aiguë dans les relations déjà tendues entre le ministre israélien, Israël Katz, et le chef d'état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir. Le Israël Hayom annonce en manchette qu'à la suite de cette crise, toutes les nominations de généraux ont été suspendues. Le journal parle de la colère au sein de l'état-major, du silence de Binyamin Netanyahou, de la marche arrière de Israël Katz qui hier a rendu hommage à Avi Blut et du soutien unanime des leaders des implantations juives de Judée et de Samarie envers le général Blut qui est très populaire dans cette population. La manchette du Yediot Aharonot, elle met clairement ce matin les points sur les i. Le Yediot Aharonot nous montre en effet une grande photo d'Israël Katz avec un titre en 2 mots et un jeu de mots également, Politika Bamerkaz, ce qui signifie en hébreu politique au centre, mais qui peut être également interprété comme politique au sein de la région centre, ou politique au sein du comité central du Likoud. En sous-titre, le Yediot Aharonot lui aussi annonce la décision du chef d'état-major de geler toutes les nominations de généraux au sein de l'état-major. Le Yediot Aharonot souligne également le soutien dont le général Blut bénéficie au sein des leaders de la Judée et de la Samarie. Et puis, au sein de la défense nationale, on considère que Israël Katz a voulu consolider son statut de faucon politique, mais qu'en agissant de la sorte, eh bien, il a surtout porté du tort au Likoud. Enfin, le Yediot Aharonot estime que les officiers du supérieur de Tsahal vont hésiter avant de vouloir grimper dans la hiérarchie militaire face à une telle crise et à l'impact que pourraient avoir donc les relations entre l'échelon politique et l'échelon militaire actuellement. Qu'écrivent les très nombreux éditorialistes qui réagissent à cette crise. Ce matin, l'ensemble des éditorialistes considèrent que Israël Katz a provoqué cette crise pour donc augmenter sa popularité au sein du Likoud en perspective des élections primaires. Mais on va commencer par les éditorialistes du Israël Hayom de ce matin. Yoav Limor, le spécialiste sécuritaire du journal, s'en prend au ministre de la Défense. Il écrit que la conduite d'Israël Katz porte atteinte à la défense nationale et il fait lui aussi un jeu de mots en affirmant que le général Blut est accusé par Israël Katz de ne pas avoir voulu être le commandant du comité central du Likoud. Alors, Amnon Lord, pour sa part, est très clair. Le général Avi Blut, écrit-il, est le meilleur commandant de la région centre qu'Israël et n'est jamais vu depuis 1973. C'est lui qui a restauré la sécurité en Judée et Samarie. Sherita Cohen-Avidan, elle aussi, analyse cette crise sous le prisme politique et elle affirme que ce développement est l'exemple qui reflète tout ce qu'il y a de mauvais dans la course aux primaires. Le général Gershon Cohen appelle le ministre de la Défense à faire montre de responsabilité et de sentiment national dans cette affaire. Et Pinchas Wallerstein, qui fut le président du Conseil des localités juives de Judée et Samarie, demande à tous de maintenir Tsahal en dehors de tout débat politique. Que peut-on lire ce matin toujours autour de cette affaire, mais cette fois dans le Yediot Aharonot? Ben-Dror Yemini qualifie Israël Katz de ministre de l'atteinte à la défense nationale. Il dresse un solide réquisitoire contre Katz. Il affirme que la sécurité de l'État est moins importante pour lui que son désir d'être réélu très haut placé dans la liste du Likoud aux prochaines élections. Et il affirme que parfois ce sont des destructeurs venus de l'intérieur qui affectent la défense nationale, parfois plus que ceux de l'extérieur. Pour Yossi Yehoshua, le spécialiste sécuritaire du Yediot Aharonot, eh bien, il lui emboîte le pas à Ben-Dror Yemini et affirme qu'au sein de la défense nationale, on estime que Katz a voulu renforcer son statut dans l'aile droite radicale du Likoud. Elisha Ben Kimoun titre son analyse primaire au commandement de la région centre et il demande avec justesse quel message cette attitude du ministre fait passer aux futurs généraux de l'armée israélienne. Ils comprennent que le professionnalisme, l'intégrité et l'expérience n'ont aucun poids et que le seul critère politique sera déterminant. Quant à Amit Segal, le célèbre commentateur de la chaîne 12, il salue l'action du général Avi Blut en Judée-Samarie et il se demande comment aurait-on réagi si dans un gouvernement de gauche, Yair Golan, ministre de la Défense, aurait limogé un général parce qu'il ne s'alignait pas sur sa politique.
Le Yediot Ahronoth consacre ce matin une double page au sentiment de frustration des partis politiques orthodoxes à la fin du mandat de la Knesset. Le Yediot Ahronoth explique que les partis orthodoxes sont revenus au pouvoir en 2023 après un an et demi d'absence, avec l'espoir qu'ils pourraient faire voter une loi de dispense de service militaire pour les élèves des yeshivot, mais la guerre et les verdicts de la Cour suprême ont torpillé les attentes de ces partis et ils placent donc le public orthodoxe face à un véritable dilemme. Le public orthodoxe, dont la situation économique ne s'est pas améliorée au cours des 4 dernières années, précise ce matin donc le Yediot Ahronoth dans cette enquête. Dans la page éditoriale du Yediot, toujours, Moti Shklar, qui fut dans le passé le directeur de l'Office de radio et télévision israélien, lance un appel à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Pour lui, la formation d'un gouvernement restreint, de gauche comme de droite, serait une catastrophe pour l'État d'Israël et pour la société israélienne. Il écrit que Gadi Eisenkot peut être la bonne personne au bon moment et au bon endroit pour diriger Israël, mais pour cela, il faudra absolument qu'il se dresse et qu'il affirme sans détour qu'il sera impossible de restaurer la société israélienne en se contentant d'un gouvernement restreint. Et puis, pour terminer, un mot sur Donald Trump et sur ses volte-face avec une analyse d'Eli Léon dans le Maariv. Trump se fait à nouveau menaçant en accusant les Iraniens d'être des menteurs pathologiques, mais à Téhéran, on ne s'émeut plus face aux propos du président américain. Et l'on est persuadé qu'il redoute par-dessus tout le déclenchement d'une nouvelle confrontation militaire. Eli Léon rappelle que les Iraniens ont formellement démenti la reprise des pourparlers avec les Américains et que cela a provoqué une nouvelle colère de la part du président Trump. Le Maariv cite également un haut responsable israélien qui a indiqué que Tsahal ne se retirera pas de la ligne jaune tant que le Hamas n'aura pas déposé les armes, bien entendu, dans la bande de Gaza. C'est la fin de cette revue de la presse. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Nili Naouri. Nili, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Président de Israel is Forever, et bien entendu en cette période de l'année, lorsqu'on se parle ensemble, eh bien c'est pour évoquer le grand événement de votre organisation depuis de nombreuses années. Vous allez me dire depuis combien de temps cela fait que vous organisez ce Yom Hebron, vous et votre regretté père Jacques Kupfer. C'est le Yom Hebron, donc mardi prochain, le 11 août. Voilà, dites-nous d'abord, ça fait combien d'années que vous organisez ce rassemblement devant le caveau des patriarches? Eh bien, depuis 38 ans maintenant. 38 Cela fait 38 ans que mon père, effectivement, Jacques Kupfer, Zichrono Livracha, a initié cette journée fabuleuse, qui est non seulement le grand rendez-vous de notre organisation, mais aussi le grand rendez-vous de la communauté francophone. Il n'y a pas d'événement qui réunit autant de monde et bien entendu en plus dans la ville des patriarches. Donc c'est véritablement le rendez-vous sioniste de la communauté francophone. Alors ce rendez-vous, il intervient dans une situation, on va dire, à la fois différente, très modifiée dans ce qui se passe en Yehuda Veshomron, mais aussi avec une certaine tension au cours des dernières semaines en Judée-Samarie. Quelle est l'atmosphère quelle est l'atmosphère que vous voulez donner à ce rassemblement donc à Hebron? Cette journée, elle est importante parce qu'il est important justement de soutenir nos pionniers qui gardent la ville des patriarches pour tout le peuple d'Israël. Et c'est effectivement la mission première de cette journée. Il faut aussi se rendre à Hebron parce qu'il est important de se reconnecter à nos racines. La ville de Hebron est la ville par excellence qui est la source de notre droit sur tout Eretz Israël. Lorsque on ne se rend pas compte justement à quel point la Judée-Samarie est importante, c'est justement pour cette raison. Nos patriarches ont vécu, sont enterrés à Hebron. C'est véritablement là-bas que l'Éternel a fait la promesse à Abraham, puis à Yitzhak, puis à Yaakov, donc au seul peuple juif, de nous donner en héritage cette terre. Et donc si nous voulons comprendre à quel point il est important de montrer que nous sommes propriétaires, c'est véritablement à Hebron que nous le manifestons. Et c'est la raison pour laquelle chaque année, chaque été, nous nous retrouvons là-bas, que ce soit des touristes ou je préfère dire des juifs en route pour Eretz Israël. Et j'espère que cette année, ils auront compris qu'il fallait prendre un aller simple. En tout cas, pour l'instant, des touristes et aussi des francophones qui sont installés ici depuis quelques jours, comme j'en ai rencontré, ou depuis de nombreuses années. Mais nous nous retrouvons là-bas pour
une journée exceptionnelle de visite sur les sites historiques de la ville et pour voir aussi le renouveau de la réimplantation juive à Hébron, parce qu'il y a des maisons, des bâtiments, des quartiers du coup qui sont construits ou libérés des mains de nos ennemis tous les jours. Donc il y a un développement de Hébron extraordinaire. Nous allons aussi défiler avec les drapeaux en musique dans les rues de Hébron, avec les pionniers qui gardent cette ville pour nous. Nous allons nous rendre à la Yeshiva Shavei Hébron, qui est notre associé, notre partenaire depuis toujours. Cette yeshiva où il y a maintenant plus de 500 Bachourei Yeshiva qui viennent de tout le pays, qui étudient là-bas au plus proche de cette Torah Emet, cette Torah de vérité qu'est la Torah de Hébron, et qui servent tous dans des unités combattantes et d'élite. Nous allons bien entendu prier au caveau des patriarches, qui est la porte du Gan Eden. C'est là-bas que se concentrent toutes les prières du monde pour monter directement à l'Éternel. Donc on a une relation directe pour toutes nos prières, et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment. Et nous allons terminer avec un concert phénoménal d'Avraham Fried et de Tal Vaknin. Et cette journée va être aussi accompagnée par de nombreux ministres et députés. La classe politique est très fière de voir la communauté francophone montrer son soutien à Hébron, à son identité juive, à ses racines, à sa terre. Donc c'est important aussi de montrer ce pan de la communauté, cet attachement que nous avons. C'est aussi important de le montrer à nos élus pour qu'ils sachent aussi comment gérer le prochain gouvernement, si Dieu veut, en espérant que ce sera une véritable coalition nationale qui sera autant attachée à notre Torah, à notre terre et à notre peuple. Alors, vous parliez tout à l'heure des touristes et des Olim. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai le sentiment qu'au départ, il y avait énormément de touristes qui venaient participer au Yom Hevron et peut-être moins d'Israéliens déjà installés, de francophones israéliens. Et là, on dit, est-ce que le rapport n'a pas changé parce que finalement, eh bien, il y a une aliyah massive. Vous êtes aussi impliqué dans le retour, on va dire, des exilés de la communauté juive de France en Israël, et peut-être que le rapport des forces aujourd'hui tend en faveur de ceux qui sont déjà installés en Israël. Eh bien, tout à fait, Daniel. Il y a d'abord énormément de nos olim, de l'Ech Lecha, de ce programme d'Alia collective que nous avons monté, Baruch Hashem, il y a 2 ans et demi. C'est un mérite énorme de participer à ce retour de la communauté juive francophone en Israël. Donc, il y a beaucoup d'olim de l'Ech Lecha qui vont participer, bien entendu. Et lors de nos voyages d'études, nous avons également fait un passage à Hébron pour qu'ils comprennent que cette aliyah n'est pas un déplacement géographique, c'est véritablement un retour aux racines. Et il y a effectivement beaucoup de limes et beaucoup de résidents israéliens francophones qui participent de plus en plus effectivement chaque année. Et pour les Olim, je trouve que c'est particulièrement émouvant de venir justement sur la tombe de nos ancêtres, de nos patriarches, et de leur dire que 2000 ans après 2000 ans d'exil, ils sont enfin revenus sur le sol ancestral. Je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement émouvant et d'extrêmement fort pour les Olim. Et j'invite en particulier donc tous les Olim à venir participer à cette journée et de prier pour une bonne intégration. Voilà, alors on ne va pas vous faire entrer dans le débat politique entre l'armée et l'échelon politique aujourd'hui en Israël autour de la décision du ministre Katz de limoger le général Avi Blout, mais tout de même, je voudrais avoir votre appréciation sur ce qui se passe en Judée, en Samarie, en particulier ces dernières années. On a beaucoup parlé de ces implantations, les fermes qui ont jailli un peu partout sur les collines de Judée et de Samarie. Est-ce qu'aujourd'hui, la Judée et la Samarie sont des régions plus sereines, plus calmes, plus sûres pour ceux qui voudraient s'y installer, en particulier de la communauté juive de France? Bon, vous l'avez évoqué d'abord, donc je vais quand même dire un mot. C'est une tempête dans un verre d'eau qui a été faite autour de cette décision du ministre Katz. Je vous rappelle que c'est le chef d'état-major Zamir qui a déjà recommandé le prochain responsable de la région centre, que c'était quelque chose déjà d'entendu.
et que le problème aujourd'hui est que véritablement le chef d'état-major pense qu'il peut nier la parole contredire la parole du ministre de la Défense. Donc c'est un problème que l'on a depuis de nombreuses années et qui s'est révélé dans toute sa force le 7 octobre, puisque nous avons l'échelon militaire qui n'a pas daigné donner des comptes à l'échelon politique, et ça c'est véritablement très grave. Donc il faudra aussi mettre de l'ordre dans la hiérarchie et faire comprendre à l'armée que c'est l'armée de l'État d'Israël et que ça n'est pas un État indépendant. Pour revenir à la Judée et la Samarie, à la situation... Encore indépendant. Concernant la Judée-Samarie, je trouve que nous avons fait une avancée extraordinaire. Ces fermes sont des véritables forteresses de souveraineté. C'est un moyen de contrôler le territoire qui est extraordinaire. Nous avons vu à quel point la terre est importante pour nos ennemis. Donc, ils ont essayé, en plus des territoires A et B qui avaient été décidés dans les maudits accords d'Oslo, de prendre aussi le contrôle des territoires C. Toutes ces terres qui ne sont pas aujourd'hui habitées, ce vacuum appelle nos ennemis à prendre le contrôle de ces terres, et c'est extrêmement dangereux. Donc, cette initiative qui a été prise par Bezalel Smotrich et Orit Struk d'installer ces fermes et de prendre le contrôle de dizaines de milliers de dunams, c'est une invention extraordinaire qui fait que, grâce à Dieu, nous reprenons le contrôle. J'espère effectivement que nos Olim pourront participer à cette reconstruction de la Judée-Samarie. Et plus il y aura de présence juive, plus notre souveraineté de facto sera assise, et plus la sécurité sera assurée dans cette région qui est véritablement le berceau de notre histoire nationale. Alors, on termine sur le Yom Hebron pour donner des détails, des informations pratiques et techniques pour ceux qui voudraient y participer encore. Alors, sur les réseaux, bien entendu, sur la page Israel Forever, sur ma page, sur tous les réseaux, vous pouvez trouver notre publicité. Il vous suffit aussi de taper sur Internet Yom Hebron 2026 et vous tomberez sur la page de réservation. Il y a des bus qui partent véritablement de toutes les villes, du nord, du sud, du centre, de Nahariya, Haïfa, Bat Yam, Tel Aviv, Natania, Hadera, Herzliya, Ranana, Tel Aviv, Bat Yam, Jérusalem, Ashkelon, Ashdod, Afula. Donc véritablement, vous avez une possibilité, Or Akiva aussi. Vous avez une possibilité, et le Shomron bien entendu. Donc vous avez une possibilité de nous rejoindre à partir de toutes ces villes, et donc c'est en bus organisé. Le départ est vers les 10h30, 11h, et nous resterons pour ce concert donc au coucher du soleil à Hebron, une journée exceptionnelle à ne surtout pas rater. Donc j'espère vous retrouver tous le 11 août à Hebron. Eh bien, merci beaucoup, Maître Nili Naouri, de nous avoir informés, de nous avoir donné tant de détails et nous a fait partager votre enthousiasme à l'occasion, à l'approche de cette journée de Yom Hebron, donc, qui se tiendra le mardi 11 août, donc bien entendu devant le caveau des patriarches, mais pas seulement, bien entendu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, Nili, à bientôt. Merci.